7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous sommes avec Thierry Mariani. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Vous êtes notre chroniqueur du lundi. On est très content de vous retrouver. Vous êtes député européen du Rassemblement national et président du mouvement de la droite populaire. Donc merci d'être avec nous. Évidemment, on va commencer par parler de Michel Barnier qui a donc été nommé Premier ministre. Alors qu'est-ce qu'on dit de cette nomination à Bruxelles ? Écoutez, à Bruxelles, on est heureux. Enfin, quand je dis on est heureux, bien sûr, vous en doutez, c'est la Commission européenne. C'est pas forcément moi-même. Vous avez vu que Mme von der Leyen s'est immédiatement fendue d'un SMS pour se féliciter de la nomination de Michel Barnier. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui espèrent qu'il réussira. Ça ne veut pas dire que je le soutiens, mais je pense que la France est dans une telle situation économique et politique qu'on ne peut pas se permettre de continuer encore pendant 10 mois de chaos. Voilà. Et donc, j'espère qu'il réussira. Et s'il veut réussir, il faut qu'il suive ce que lui demande et ce que propose le Rassemblement national. J'écoutais tout à l'heure quelles sont les préoccupations des Français. J'avais l'impression d'entendre, pardonnez-moi, le programme du Rassemblement national, le niveau de vie, l'immigration, etc. Et surtout le niveau de vie. Et donc, à Bruxelles, on se félicite de Michel Barnier parce que c'est vrai qu'il connaît parfaitement Bruxelles. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, 2 fois commissaire, le Brexit. Mais aussi, on est un peu inquiet. Parce que personne n'a oublié à Bruxelles sa candidature aux primaires en 2021-2022 pour être le candidat de la droite, plutôt des Républicains, aux élections présidentielles. Parce qu'alors là, c'était un autre Barnier. C'était Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire qu'il a, dans cette campagne, et moi c'est ce qui me donne de l'espoir, dans cette campagne, il a dit quasiment le contraire de ce qu'il avait dit à Bruxelles. Avec quand même des choses révolutionnaires. À l'époque, il avait dit qu'il voulait mettre en place un bouclier institutionnel, si vous vous souvenez, pour éviter que l'Union européenne empiète sur les compétences de la France. C'est ce que demande Marine Le Pen. Il avait demandé un moratoire sur l'immigration. Donc, j'ai un a priori, pour le moment, j'allais dire, d'attentiste favorable. C'est un homme compétent. Qui a eu des choix totalement différents au début de sa carrière et qui, je le répète, dans la dernière étape, avait des propos très favorables aux idées que je défends. Il connaît Bruxelles parfaitement et malheureusement, ça va devoir être utile pour renégocier un certain nombre de choses compte tenu de la dette que nous laisse M. Attal. Et puis, pour finir, ça a quand même été savoureux, je trouve, la passation de pouvoir. Il y a un moment où le charme désuet de certains fait plaisir. Avec M. Attal pérorant 20 minutes et faisant de l'autosatisfaction, alors que, je crois que entre le Premier ministre et le ministère de l'Éducation nationale, il n'a même pas dû passer un an entre la totalité de ces 2 postes, donnant des leçons. Et je trouve un Michel Barnier très classe. Est-ce que je peux parler voilà, et le remettant un peu à sa place. Voilà, c'est bon signe. J'espère qu'il va réussir. C'est un peu pour ma mission impossible. J'écoutais là aussi ce que pensaient les auditeurs. Ouais. Malheureusement, je pense comme eux, c'est que beaucoup de gens ont intérêt à ce qu'il échoue. Je pense que la France a intérêt à ce qu'il réussisse. Et pour qu'il réussisse, il devrait suivre ses meilleurs conseillers, c'est-à-dire ceux qui ont été plébiscités par les Français, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est intéressant parce que ça, d'une certaine manière, européistes et souverainistes s'accordent sur une certaine, en tout cas, réjouissance de sa nomination. Ça montre que à c'est la le fois, moins pire. Voilà, excusez-moi, je veux dire, attendez, on est passé, mais ça c'était de la science-fiction, de Lucie Castet, je pense que comme tout le monde, j'ai regardé qui c'était dans le Dico, à des propositions totalement baroques. Voilà, au moins c'est du sérieux. Voilà. Ouais. Après, je le répète, je ne partage pas du tout ce qu'il a défendu quand il était à l'Union européenne. Oui. J'ai presque envie de dire que le Barnier version 2021... voilà, celui qui, j'espère, va continuer à partir jusqu'en 2024, en tout cas, à garder ses idées. On espère qu'il tiendra ses promesses, en tout cas. Alors, ce week-end a aussi été marqué par les élections présidentielles en Algérie. 24 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes et c'est le président Tebboune qui a été reconduit. Alors, comment cet événement, pareil, a été perçu depuis Bruxelles ? Quelle surprise. Non, vous savez, Bruxelles adore donner des leçons à la planète entière. Alors, c'est un peu tôt, mais je vais prendre des risques et on verra la prochaine, dans 15 jours. Je pense que mes risques sont limités. On ne dira rien. C'est-à-dire que l'Union européenne dit « Ah, on est là pour défendre la démocratie », donc c'est joli jusque-là. Mais après, on s'aperçoit que c'est à la carte. Je vais vous prendre 2 exemples. On condamne, à juste titre, je dis bien à juste titre, ce qui se passe au Venezuela. Mais quelques semaines après, c'était en juillet,
M. Kagame, président du Rwanda, a été réélu avec 99,13%. Je crois que même du temps de l'ère soviétique, on n'avait pas osé des résultats comme ça. 99,13%. Et on n'a rien dit. Okay. On n'a rien dit. Monsieur Tebboune, Bouteflika, c'était il y a longtemps, Monsieur Tebboune a été réélu avec 94%. Donc là, quand même, il est beaucoup plus modeste que Monsieur Kagame. Et je suis persuadé qu'on ne dira rien. Et ce que je regrette, si vous voulez, c'est que pour être crédible, il faut avoir des principes qu'on applique à tout le monde. Or, quand on condamne tous ceux qui, soyons clairs, ne sont pas dans l'orbite occidentale américaine, spécialement, je pense à ceux qui sont en Amérique latine, ceux-là, on les condamne. Par contre, tous ceux qui nous rendent un peu service, eh bien ou alors qu'on n'ose pas attaquer, on ferme les yeux. Il y a une expression, moi, que j'avais beaucoup aimée d'Emmanuel Macron, c'est tellement rare, donc je peux la citer, mais quand il avait dit au sujet de l'Algérie qu'il fallait qu'elle arrête d'exploiter la rente mémorielle. Voilà, ça fait plus de 60 ans que l'Algérie est indépendante, c'est l'un des pays les plus riches qu'on a laissé dans un état d'équipement public très satisfaisant et supérieur à l'époque au reste de l'Afrique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette indépendance ? C'est une catastrophe. Et pour vous, ce messianisme à la carte, vraiment, il dépend des États-Unis et des relations de nos alliés. Attendez, le meilleur exemple, vous l'avez avec le Venezuela. Oui. Les élections au Venezuela ont lieu quelques mois avant les élections européennes. Donc, quand j'ai commencé mon mandat en 2019, on parlait que du Venezuela. Et là, je suis persuadé que la première vraie session qu'il y aura à Strasbourg dans quelques semaines, on va parler que du Venezuela. Excusez-moi, les Français s'en moquent, mais bon, voilà. Mais les Espagnols y tiennent. C'est l'Union européenne, et puis l'Espagne est quand même un grand pays qu'on doit respecter. Et donc, on avait condamné le Venezuela, jamais on n'accepterait. Et on avait même trouvé un président qui était monsieur, je m'en souviens, Guaido. On l'avait reçu à la tribune du Parlement, on l'avait fait parler, c'était lui le vrai président, etc. Et puis, 1 an et demi ou 2 ans et demi après, les États-Unis, d'un coup, se sont mis à ne plus mettre de sanctions, sont mis à discuter avec le Venezuela parce qu'il y a le pétrole. Et d'un coup, M. Guaido, on a oublié, quoi. Je me souviens même qu'il est venu pour être auditionné au Parlement européen, il n'a pas pu rentrer. Voilà. C'est-à-dire que tout ça n'est qu'un jeu de posture. Vous savez, la comédie sur les droits de l'homme, il faut se battre, bien sûr, pour les droits de l'homme. Mais pour être crédible, je me répète, il faudrait qu'on ait la même grille de lecture. Or, selon les pays, selon que vous soyez puissant ou misérable, et vous connaissez la suite. Voilà. Et donc, c'est ça qui rend, à mon avis, l'Europe absolument peu crédible, parce que quand on condamne tel ou tel État, ils nous disent « Attendez, pourquoi vous n'avez rien dit sur celui-là ?» Et alors, il y a un autre pays qui nous intéresse, justement, qui est dans le viseur, évidemment, des États-Unis, de l'Europe. Il s'agit de la Russie. Vladimir Poutine a été accueilli à bras ouverts par le chef d'État de la Mongolie, c'était la semaine dernière, et ce, malgré son mandat d'arrêt international. Alors, qu'a dit cet épisode de la politique internationale ? Est-ce qu'on s'attendait à cet accueil ? C'était prévisible. Voilà, je veux dire, je rappelle à nos auditeurs que la Mongolie n'a que 2 voisins. L'un s'appelle la Chine, l'autre s'appelle la Russie. Et la Mongolie, c'est au milieu. Alors l'Union européenne, qui a le sens des formules, en accord avec d'ailleurs la Mongolie, je crois que l'expression d'ailleurs vient de la Mongolie, ils ont lancé la politique du 3e voisin. Donc si vous vous souvenez, quand Macron est allé en Mongolie, il a dit « nous sommes le 3e voisin ». Bon, c'est peut-être joli, le grand frère. Mais on est un peu loin quand même pour le 3e voisin. Non, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit là aussi que les États défendent leurs intérêts avant les grands principes. Voilà. L'intérêt évident de la Mongolie, c'est d'avoir de bonnes relations avec la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer ? Il aurait dû tout simplement se passer que, à sa descente de l'avion, M. Poutine aurait dû être arrêté, puisque je vous rappelle que la Mongolie est signataire et membre de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, en 2 mots, ça a été créé après une conférence en 1998 et mis en place en réalité en juillet 2002. Et vous avez à peu près un peu plus de 120 États qui en sont membres. D'accord. Mais c'est bizarre, il manque dans les 120 États la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie, la Turquie, Israël, je crois aussi, et donc un certain nombre d'États importants, pour ne pas dire parmi les plus importants. Donc en réalité, là aussi, c'est une cour un peu spéciale. Qui est totalement dans l'orbite américaine, comme d'ailleurs les Américains utilisent les sanctions extraterritoriales pour leur influence, mais l'Amérique s'en est exclue. C'est une cour qui, en réalité, jusqu'à présent, s'est concentrée sur les faibles et les perdants.
Oui. Qui fait la loi à la place les faibles et les perdants. Par contre, aucune des interventions américaines extérieures, notamment l'Irak et bien d'autres, des États-Unis n'ont été jugées ou condamnées par cette cour. Voilà, c'est même une cour qui a des résultats très maigres. À chaque fois, on cite son action sur l'ex-Yougoslavie, mais les Africains, notamment, ont l'impression que c'est une cour qui est, j'allais dire, surtout à destination de ce continent. Je vous rappelle quand même que l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a été incarcéré et puis à la fin a été innocenté, libéré après des années de prison. Et la même chose pour un dirigeant du Congo, Kinshasa, Jean-Pierre Bemba. Et donc voilà, la Mongolie nous a montré que par moment, il faut savoir défendre ses intérêts. Et ça montre aussi que, quels que soient les efforts des Européens, la géographie prime toujours. Vous savez, on dit à juste titre et on dénonce à juste titre l'activisme russe en Afrique. Et c'est vrai. Oui. La Russie nous grignote partout. Bon, faut dire aussi qu'avec les erreurs d'Emmanuel Macron, c'est peut-être le premier soutien des Russes pour leur influence. Mais on oublie de dire aussi que l'Occident essaye de grignoter l'influence russe en Asie centrale. Oui. Les 5 fameux stans et en Mongolie. Donc finalement, c'est une sorte de nouveau grand jeu à l'échelle planétaire où les uns nous rendent de la monnaie de la pièce de ce qu'on fait sur un autre continent. Mais ça montre surtout que cette Cour pénale internationale n'est pas vraiment très crédible et qu'elle sert, je répète, surtout à des raisons médiatiques. Mon Dieu, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine, il faudra qu'il soit jugé. On n'a jamais jugé George Bush pour la catastrophe qui a été déclenchée par l'invasion de l'Irak. Le Moyen-Orient en continue à en payer les frais. Ouais, donc c'est un revers intéressant pour l'Europe. Alors il nous reste 3 minutes. Et on va parler de ce dernier sujet, le traité de Mercosur. On va rester sur l'échelle internationale qui a donc été relancé. Comment s'annoncent ces votes au sein de l'Union européenne pour ce traité majeur ? Alors en 3 minutes, vous avez remarqué que les Jeux Olympiques sont finis et on réalise que le Mercosur, ce fameux traité de libre-échange avec Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie, c'est-à-dire 5 États, dont 2 grands, Brésil et Argentine, de l'Amérique latine, qu'on avait dit qu'on voulait bloquer, qu'on n'était pas d'accord, que Macron avait dit jamais, 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 et ça continue. C'est-à-dire que la semaine dernière, les négociateurs européens étaient à Brasilia, capitale du Brésil, pour continuer à négocier, et Madame van der Leyen et Monsieur Lula doivent se voir en novembre, et tout le monde, à la Commission européenne, on veut signer avant la fin de l'année. Ça veut dire quoi ? C'est dramatique pour l'agriculture française, quand on connaîtra le détail de cet accord, parce qu'une fois de plus, c'est toujours le même modèle. C'est l'agriculture est sacrifiée, la première puissance agricole, vous le savez, c'est la France, et les produits industriels sont bénéficiaires. Devinez qui est bénéficiaire, bien sûr l'Allemagne en premier. Oui. Pourquoi c'est une bonne illustration de ce que je disais la semaine dernière, c'est-à-dire qu'à Bruxelles, il faut bien comprendre que désormais c'est décidé à la majorité qualifiée pour la plupart des textes. Il y a 2 États historiques qui sont contre ce traité, la France et l'Autriche. La quasi-totalité des autres États sont pour. Ce qui veut dire que malheureusement, Macron peut se rouler par terre et Barnier se rouler aussi dans le goudron s'ils veulent. On sera battu parce que désormais la compétence sur les traités de libre-échange, c'est à la majorité dite qualifiée. Et donc en réalité, même si la France est contre, le traité passera. Ça risque d'être dramatique pour notre agriculture. Et c'est ma conclusion en tant que membre de la commission libre-échange, commerce international. On a une réunion dès 15h sur le sujet. Je pense qu'il faudrait être particulièrement attentif sur ce qui concerne notre agriculture. Merci de sonner la sonnette d'alarme sur ces sujets, monsieur le député. À très bientôt, à la semaine prochaine, Thierry Mariani. Bon courage à l'Union européenne pour nous défendre.